Bonjour, ici Dr Alexandra. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on reçoit un orthésiste. Ça fait longtemps que je voulais en recevoir un pour nous aider à mieux comprendre toutes les orthèses, les attelles que vous pourriez avoir, que ce soit les genoux. Il y en a au niveau des pieds, même vous allez apprendre différentes orthèses que vous n'avez même pas idée que ça existe. Donc aujourd'hui, on reçoit, pas docteur, c'est Pierre-Yves Galarneau. Donc merci d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. Donc, on va commencer par juste savoir c'est quoi un orthésiste puis pourquoi tu as décidé d'être orthésiste. Un orthésiste, en gros, c'est un professionnel de la santé qui fait tout ce qui est appareillage. Okay? Donc, que ce soit les orthèses plantaires, que ce soit les orthèses tibiopédieuses au niveau des pieds, au niveau des genoux. Il y a des spécialités, il y a des orthésistes qui vont faire des corsets de scoliose. Ensuite de ça, tu peux faire du trauma. Il y a toutes sortes de types d'appareillage. La réhabilitation. Exactement. Maintenant, il y a beaucoup d'orthésistes aussi qui sont, en fait, beaucoup. Il y a quelques orthésistes qui ont été engagés là, dans les hôpitaux pour faire tout ce qui est soins de plaies, soins de plâtre, etc. Okay? Donc, à Sacré-Cœur, on a un excellent orthésiste là, qui travaille avec les orthopédistes directement, puis qui fait un peu la job de Castec, mais encore plus... Castec, c'est au niveau des plâtres? Oui, donc au niveau des plâtres, donc il va travailler au niveau des plâtres, mais il va travailler aussi, il peut faire des soins de plaies, il a sa formation pour ça, puis il fait comme la continuité là, entre les orthésistes qui vont être impliqués au dossier. OK. Fait que, ouais. Puis donc, pourquoi toi, tu as décidé de devenir orthésiste? Moi, je faisais quand même beaucoup de sport là, quand j'étais jeune, donc j'ai eu des blessures. Une des blessures que j'ai eues, les plus sévères, ça a été mon croisé antérieur au niveau de mon genou gauche. Puis j'ai eu à avoir une orthèse de genou. Puis je suis allé littéralement à l'entreprise que je travaille aujourd'hui. OK. Puis j'avais trouvé ça pas mal trippant, la prise d'empreinte et tout ça. Puis c'était sportif, ça me rejoignait. Donc, t'as-tu eu la chirurgie aussi pour Oui, j'ai eu la chirurgie. Ouais. OK. Ouais. Puis je pense que tu es devenu kinésiologue avant? Comment ça? En fait, moi, ce qui m'intéressait, je voulais travailler en santé, mais l'activité physique, pour moi, c'était clair que ça m'attirait beaucoup. Fait que quand j'ai choisi le domaine, je suis allé en kinésiologie. Puis ensuite de ça, si on recule, ça fait déjà 20 ans, ou presque. Là, il y a 20 ans, là, en kinésiologie, il n'y avait pas des tonnes de portes qui s'ouvraient à toi. Donc, par la force des choses, là, les choses ont fait en sorte que j'ai atterri en orthèse. OK. Ouais. Puis justement, on va parler aujourd'hui de toutes les orthèses pour juste un peu, autant pour les médecins que pour les patients, de savoir qu'est-ce qui existe. On n'a pas de cours personnellement en médecine là, pour savoir comment bien prescrire, puis tout ça, puis de comment ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je tenais à faire ça avec toi aujourd'hui. Parfait. Donc, on va commencer, pour faire simple pour tout le monde à la maison, on va y aller du pied vers la tête. Fait qu'on va commencer par tout ce qui se passe au niveau des pieds. Je sais que tu en as dit qu'aux orteils, il y en a des petits trucs spécifiques, là, mais on va y aller on va commencer avec le pied, puis la cheville, mais on va commencer par le pied. Qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce que tu fais surtout? Bien, tu sais, le plus connu au niveau du pied, c'est fort probablement l'orthèse plantaire. Ouais. Okay? L'orthèse plantaire, tu sais, il y a différents matériaux qui existent. Tu sais, si on regarde au niveau des diagnostics, quand on va prescrire une orthèse plantaire, ben, tu sais, souvent, tu sais, les gens vont penser les pieds plats, les faux pieds plats. Okay? Donc, tu sais, dans des cas comme ça, on a un problème au niveau de l'alignement. Okay? Les syndromes fémoro-patellaires avec un faux pied plat, souvent, tu sais, on est capable de donner un coup de main avec l'alignement. Okay? L'alignement de la rotule, on le voit très bien que la rotule, tu sais, s'en va vers l'intérieur. Fait que ça, on est capable d'aider. Il y a la fameuse fasciite plantaire, okay? Fasciite plantaire, tu sais, qui est assez fréquente, puis qui, malheureusement, des fois, devient chronique. Donc ça, on peut le traiter. Au niveau de l'orthèse plantaire, tu sais, il y a plein de matériaux. L'évaluation, c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Oui, tu sais, le médecin va prescrire orthèse plantaire, mais après, quel type de matériaux utiliser, c'est extrêmement important. Puis ça, tu sais, il y a vraiment, tu sais, on a des choix de toutes sortes. On a du préfabriqué qui peut être une excellente solution, tu sais, surtout pour les enfants. Lorsqu'on a un H puis une hypermobilité ou une personne extrêmement flexible, bien, c'est vraiment, tu sais, ça peut être une excellente alternative à des coûts moindres. Mais vous, c'est quoi? Vous moulez? Est-ce qu'il y a les genres de moules pour le pied, puis tout ça avant que vous faites, vous mesurez avant de... Puis vous faites sur mesure? Bien, ça ici, c'est pas sur mesure. Ici, ça, c'est du sur mesure. Ça, ici, c'est une impression 3D. Donc aujourd'hui, avec la technologie est vraiment, tu sais, elle est là pour nous assister là-dedans. Donc, tu sais, aujourd'hui, les prises d'empreintes, là, c'est littéralement, on va faire des prises dans du foam. Il y a des gens qui vont utiliser la cire. On peut utiliser la fibre de verre. On peut utiliser le plâtre de Paris. Il y a toutes sortes de types d'empreintes en fonction de la personne qu'on a devant nous.
Et le type de matériau, il faut penser aussi, les orthèses plantaires, ça s'adresse aussi aux patients diabétiques, les patients qui sont à risque de plaies, etc. Puis la différence, juste parce que je me questionne justement là-dessus, est-ce qu'un podiatre peut le faire, puis orthésiste, vous faites la même chose en termes de semelle? Le podiatre, c'est vraiment, techniquement, c'est un docteur. C'est pas techniquement, c'est un médecin des pieds. OK? Et eux vont être le professionnel de tout, OK? Que ce soit le long incarné, le traitement, les maladies de peau, les maladies de pieds, bon, etc. Au niveau mécanique, oui, il y a beaucoup de podiatres qui vont faire des orthèses aussi. C'est le même principe, vous faites un peu la même chose à ce niveau-là. Au niveau des orthèses plantaires, j'ai envie de dire que c'est pas mal le même principe. Fait que le patient peut autant aller voir un spécialiste que l'autre pour les semelles. Oui. OK. Oui. Fait que c'est ça en termes de semelle. On appelle ça semelle orthopédique ou tu as dit orthèse? Les orthèses plantaires. Orthèses plantaires, Okay. c'est pas mal, je pense, le mot à privilégier. Okay. Ouais. Parfait. Fait que ça, c'est pour le pied, mais il y a d'autres types d'orthèses, je pense, pour le pied? Bien, pour le pied, là, il y a aussi, il y a la fameuse botte de marche. Je n'ai pas amené d'exemple, mais la botte de marche, c'est quoi? C'est ce qui est anciennement, on mettait un plâtre. Okay. Tendon d'Achille aussi? Il y a un protocole au niveau du tendon d'Achille aussi. Le protocole est super intéressant. C'est un protocole qui avait été développé par l'Université de McGill. Et puis, aujourd'hui, la majorité des tendons d'Achille déchirés ne sont pas des cas opérables, comme beaucoup de médecins. De plus en plus. De plus en plus. Oui, les orthopédistes nous le disent. Les orthopédistes disent non, on n'opère pas tout le temps. Vraiment, les résultats sont très, très bons. Encore plus quand la personne est capable d'avoir accès à de la bonne physiothérapie. Puis le protocole, c'est un protocole où est-ce qu'on va commencer le pied dans un angle, puis on va diminuer tranquillement. Donc, c'est un protocole qui dure quand même 8 semaines, là, où est-ce qu'on part à un 15 degrés et on descend tranquillement. Okay? Fait que ça, il existe une botte qui est faite exprès pour ça. Pour diminuer tranquillement la Qui est faite exprès pour ça. Il y en a plusieurs, en fait, qui sont faites pour ça, mais c'est des bottes avec des angles qui se changent. Ensuite de ça, au niveau de la botte de marche, on va l'utiliser pour les fractures, on va l'utiliser pour que ce soit les fractures du 5e métatarse, que ce soit la fracture, littéralement, au niveau de tout ce qui est au niveau du pied. N'importe quel type de fracture, on va utiliser cette botte-là. On l'utilise aussi au niveau des entorses sévères. On va les appareiller là-dedans. Puis ensuite, il y a, excusez-moi, il y a les chevillères. T'aurais-tu voulu en essayer un? Oui. Faut que j'enlève mes souliers. On va en essayer un. Juste pour voir. On va en essayer. Ça, c'est quoi si on a une entorse? C'est littéralement, là, je vais me mettre à genoux ici. Vas-y. Littéralement, c'est quelqu'un qui va avoir une entorse à un certain grade, qui va avoir fait le protocole avec la botte. Okay? Donc, va avoir gardé la botte quelques semaines, commencer la physio. On reprend le mouvement, mais on veut s'assurer qu'on va pas... Souvent, il y a comme une hyperlaxité qui se fait. Moi, de la façon que je l'explique tout le temps, c'est... la prévalence d'une deuxième entorse est comme exponentiellement plus élevée. Et c'est celle-là qu'il faut éviter. Fait que ça permet d'éviter... c'est confortable. Ça, c'est le retour dans la chaussure. OK. Donc, littéralement, on est de retour dans la chaussure, on fait de la physiothérapie, mais lorsque, soit au départ, quand on ressort de la botte, de sortir de la botte puis se retrouver dans rien, ça peut être problématique pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un entre-deux. On vient faire l'entre-deux. L'autre chose, c'est quand le patient va recommencer ses activités sportives à risque avec pivot, là, on peut utiliser la chevillère. Puis, dans un monde idéal, la chevillère, ça ne devient pas un port pour la vie. C'est vraiment un traitement d'une certaine durée. Puis ensuite de ça, on arrête. Mais on prévient beaucoup les récidives. On peut l'utiliser pour le sport, non? Oui, définitivement. Oui? Ouais. OK. Celui-ci, c'est un produit qui est celui qui a été fait, en fait, pour la tendinite du tendon d'Achille. OK. Donc, tout ce qui est tendon d'Achille, donc on se retrouve avec un bon coussin, avec une gouttière, pour venir vraiment tenir le tendon. Ensuite de ça, ça vient avec des talonnettes. Qu'on vient mettre en dessous, c'est des talonnettes en silicone, ce qui fait un petit peu enlever. Tout est intégré. Fait que pour la nuit, on aurait la botte qu'on a parlé, puis le jour, on porte ça. Good, comme ça. Puis souvent, ça peut régler une Définitivement. tendinite du tendon d'Achille. Définitivement. OK. Ouais. Il existe de ce type-là. Ouais. Il y en existe pour cheville, tout simplement, là, pour venir tenir. D'ailleurs, il y a plein de compagnies. Là, ici, on a une compagnie qui est quand même assez connue au Québec, mais il y a plusieurs compagnies qui le font. Le vêtement compressif, dans le fond, ce qui est important, c'est qu'il soit bien mesuré.
OK? Puis bien adapté pour le diagnostic qu'on De là, a. l'importance de l'orthésiste aussi, parce que ouais. des fois, on va dire, on va aller à la pharmacie, achète un petit attelle, mais c'est moins performant parce que c'est pas adapté, c'est pas ajusté. Non, C'est exact. ça. OK. Le bas compressif. Ouais. Le bas compressif, on peut l'utiliser vraiment dans plein de scénarios. OK? Que ce soit une insuffisance veineuse. Aujourd'hui, il y a des gens avec le lymphodème. Ça peut être une blessure, essayer de gérer l'inflammation, augmenter la circulation sanguine. Beaucoup de gens aujourd'hui vont le porter pour juste une question de confort. OK? Quelqu'un qui travaille beaucoup debout. Quelqu'un qui travaille nos debout, infirmières, marche oui. beaucoup. Exact, Ouais. exact. Moi, j'utilise le laine de Mérino quasi tous les jours. Là. OK. Puis c'est un bas qui est, un, qui est confortable. Deux, j'ai comme pas le feeling d'avoir un bas compressif. Donc, au niveau du confort et de l'objectif, là, ça remplit tout ce que j'ai besoin. Puis la Mérino, ben, je l'utilise même dans mes bottes de ski. Là. C'est un bas qui peut être sportif aussi. Là. OK. Ouais. Puis beaucoup de nos personnes âgées, justement, on a parlé tantôt, mais quand on leur dit d'aller mettre des bas de compression, souvent, ils n'aiment pas ça, ils veulent pas les mettre, ils sont pas capables de les mettre. Souvent, c'est des bas peut-être achetés justement en pharmacie. Fait que c'est quoi l'avantage d'aller voir vers un orthésiste pour ce genre de patients-là? On en a beaucoup, là. Bien, premièrement, là, dépendamment des matériaux qu'on va utiliser, il y a des bas qui sont plus faciles que d'autres à mettre. OK. OK? C'est sûr que si c'est un bas avec énormément de polyester, OK? Donc le bas, moins il va être dispendieux, moins on va avoir une fibre naturelle. OK? Donc à la pharmacie, c'est souvent des bas nylon, polyester, des choses comme ça. C'est des bas qui ne glissent pas bien sur la peau. OK? Et c'est des bas qui n'ont pas été mesurés pour le patient. OK? L'autre chose, c'est que qu'est-ce qu'on va entendre souvent avec le bas compressif, c'est que les patients vont dire « Oui, j'ai déjà essayé, ils l'ont acheté soit en ligne ou soit qu'ils sont allés à leur pharmacie. » Puis ils vont nous dire « Ben, tu sais, c'est bien trop serré, je ne suis pas capable de porter ça. » Puis la raison est relativement simple, OK? C'est que si le bas n'a pas une compression adéquate puis qu'il ne fait pas le travail, bien souvent, le patient va continuer à enfler pendant la journée malgré le bas. Puis le bas qui était la bonne grandeur en début de journée ne l'est plus à la fin de la journée. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est comme, ben là, je suis pas capable de mettre ça. Le mettre, premièrement, il y a des trucs. Pour bien le mettre. Il y a des trucs pour bien mettre un bas. Moi, tu sais, c'est comme tous mes patients reçoivent des gants, OK? Qui sont caoutchoutés à l'intérieur. Parce que, même moi, quand je mets mes bas le matin, je mets mon gant pour m'assurer de bien le placer. Distribuer les pressions de façon adéquate. OK. Ouais. On a parlé, mais il y a aussi, tu sais, les patients qui ont des pieds tombants. Oui. Tu sais, malheureusement, il y a plein de diagnostics qui peuvent amener un pied tombant. Beaucoup de patients vont se plaindre, vont dire « Ah, ben tu sais, moi, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, c'était trop gros, ça ne fit pas avec mes souliers. L'esthétisme, des fois, est problématique. Mais la fonction, tu sais, c'est vraiment important. Les gens se démolissent. C'est marcher avec un pied tombant sur un an, il y a beaucoup de compensation. Mais tu sais, on se démolit le genou, la hanche, le bas du dos. Souvent, les patients ont un très mauvais patron de marche. Donc, ça peut être vraiment problématique. Aujourd'hui, les matériaux, tu sais, c'est plus léger, c'est plus mince. On fait des orthèses, tu sais, qui sont extrêmement performantes, okay, qui peuvent non seulement relever le pied, mais aussi permettre le patient de vraiment faire le fameux push-off, okay, et pousser, okay, puis avoir vraiment une belle continuité dans sa marche. Fait qu'il est complètement supporté. Oui. Ça, ici, c'est un matériau double plastique qui a été fusionné ensemble. Puis l'orthèse, tu sais, va sembler extrêmement rigide quand on la regarde comme ça. Mais quand le patient va venir mettre le poids sur l'avant-pied, bien, on vient accumuler de l'énergie. Okay? Premièrement, il va avoir même la décélération. Ici, là, quand il va mettre son avant-pied, il n'est pas barré comme dans une botte de ski. Là. Okay. Donc, l'avant-pied, il va avoir une décélération ici pour le fameux le toe clapping, comme j'appelle. Puis ensuite de ça, il va repousser l'orthèse ici, puis il peut se reprojeter. Là. Fait que ça, c'est des petits orthèses. Ça, c'est un orthèse qu'on avait fait pour un enfant. Dans ce cas-ci, il faut probablement un enfant avec la paralysie cérébrale ou quelque chose comme ça. Okay? C'est ici les patients avec une déformation du pied, okay? Ou les patients qui aiment porter leur espadrille ou qui sont sur des terrains inégaux, etc., puis que l'orthèse comme ça ici n'est pas adaptée pour leurs besoins. Bien, il y a un gars de Québec qui est vraiment génial, très généreux de son temps aussi, qui a inventé ça. Et c'est un beau produit, c'est à l'extérieur de la chaussure, ça peut être adapté sur vraiment, tu sais, comme les bas d'hiver, etc. Et ça reproduit principalement là, ce qu'on a dit ici. Là. Mais sur l'espadrille. Sur l'espadrille. Ouais. Fait que ça répond à différents types de patients aussi. Là.
Maintenant, on va parler du genou parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de diagnostics qui, avec une orthèse, peut aller vraiment mieux. Donc, souvent, moi, je me pose la question, que ce soit déjà un syndrome fémoro-patellaire, il y a de l'arthrose. Il y a tellement de diagnostics, là, les croisés antérieurs après une chirurgie. Il y a beaucoup, beaucoup d'orthèses. Donc, je veux qu'on en parle pour démystifier un peu. Puis, comme j'ai dit, moi, souvent, je vais laisser l'orthésiste choisir quelle est l'orthèse la plus adaptée pour le patient. Mais déjà, si on est orienté, puis on peut dire, OK, je veux ce type d'orthèse pour ce type de blessure, là, Ouais. ça serait un peu de démystifier ça. Parfait. La première chose que je vais dire, c'est souvent, tu sais, les symptômes, il va falloir, tu sais, on veut essayer de comprendre vraiment c'est quoi les besoins du patient, puis c'est quoi les objectifs du patient. Puis une fois qu'on va avoir défini ça, bien, ça va être, malgré un diagnostic, tu sais, si j'ai une patiente, mettons, qui se présente chez moi, puis elle a une déchirure du croisé antérieur, bien, j'ai-tu vraiment besoin de faire une orthèse rigide, une grosse orthèse? Bien, peut-être pas. Ça dépend de ses activités, ça dépend de ce qu'elle fait, ça dépend de la physio qu'elle a faite. Si la personne, tu sais, elle fait de la natation ou, ou elle fait de la marche en ligne droite sur tapis roulant, mais tu sais, c'est pas vraiment comme nécessaire d'aller avec une immense orthèse. Par contre, si la patiente, tu sais, fait du tennis, du pickleball, puis fait beaucoup de sport de pivot, mais là, j'ai comme pas vraiment le choix. Tu sais, je vais avoir besoin, je vais avoir une nécessité. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir, est-ce que, tu sais, est-ce que le ACL, il est stable ou il est pas stable? Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà vu des joueurs de soccer professionnels avec des déchirures complètes retourner au jeu parce qu'ils ont fait une physio exceptionnelle puis que leur stabilité de leur genou était revenue là, quasi à 99 %. Fait que ça aussi, tu sais, y avait-tu besoin d'une grosse orthèse? Fait que c'est toujours, tu sais, de bien écouter ce que... Le diagnostic, c'est pas tout. C'est de voir, tu sais, les objectifs. Qu'est-ce que le patient veut faire. C'est quoi ses activités? Exactement. Fait que vous évaluez tout ça? Bien, c'est important de faire une bonne évaluation parce que sinon, les orthèses finissent dans le garde-robe. Ouais. OK? Puis une orthèse dans le garde-robe, bien, c'est vraiment perdant pour tout le monde. Donc, au niveau des orthèses de genoux, on a les cadres rigides. Ça, ici, c'est un modèle en impression 3D. OK? Donc, c'est très léger. OK? C'est un support qui est un support médio-latéral. OK? Ce n'est pas une correction. Donc, on n'a pas, tu sais, souvent, on va entendre le fameux unload, donc la décharge du compartiment. Bien, on peut difficilement décharger avec une orthèse à cadre rigide. Quand on commence à venir induire une correction, puis ça, tu sais, j'ai des médecins qui me le demandent, tu sais, je dis pousser en valgus, pousser en varus. Mais quand on commence à faire ça, on crée une migration au niveau de l'orthèse, ce qui fait en sorte que ça crée des grands inconforts pour le patient. L'orthèse bouge, OK? Il va descendre, tu sais, c'est souvent ce qu'on va entendre, l'orthèse glisse, OK? Puis les contreforces comme ça, c'est pas idéal, OK? On va le faire, ces contreforces-là, mais on va utiliser des orthèses souples. OK. Des orthèses souples. Ça en est un bon exemple. OK? C'est une orthèse souple qui vient premièrement avec un vêtement compressif, donc diminution de l'inflammation. On va avoir un soutien au niveau de la rotule. OK? Puis ça, c'est définitivement, c'est pour unicompartiment arthrose. OK? Donc, quelqu'un qui aurait les deux compartiments usés là, à la corde, bien, ça ici, ça va taxer un côté. Fait que c'est pas vraiment la bonne solution. Par contre, si j'ai juste un compartiment médial, excellente orthèse. Okay. Compartiment latéral, excellente orthèse aussi. Puis au niveau de la rotule, bien, ça vient vraiment pousser puis tenir la rotule en place. Fait que ça, on a comme plusieurs traitements en un avec ça ici. Okay? Fait que ça, ça a l'air gros. Ouais, mais une fois qu'on l'a, c'est comme c'est un vêtement, c'est beaucoup plus petit, ça va fitter en dessous des jeans. Souvent, c'est très adapté. Quand cette orthèse-là est sortie, moi, je la voyais beaucoup, tu sais, pour la patiente qui est sportif, avec arthrose unicompartimentale, je le répète, mais j'avais pas pensé, tu sais, que ma personne âgée, qui n'est pas capable de faire les courroies de façon adéquate, bien, ça allait peut-être être elle, ma meilleure, tu sais, ma bonne cliente. Okay? Ça ici, tu sais, c'est une orthèse qu'on va utiliser, tu sais, pour le ligament... les collatéraux? Les collatéraux, exactement. Okay? Donc, tu sais, si j'ai une personne qui a eu un étirement d'MCL sur la glace en sortant de son auto, un truc comme ça, souvent, tu sais, on peut utiliser un truc comme ça ici. Okay? On a les articulations de chaque côté. Puis, en plus de ça, on va avoir la sleeve, on va avoir le support au niveau de la rotule. Puis, c'est un vêtement qui est compressif aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Encore une fois, sûrement trop grand. Celui-là, je pense qu'il va être pas trop pire. Non, il est encore trop grand. Puis est-ce que c'est similaire, c'est pas, pour tout ce qui est syndrome fémoro-patellaire, tout ça, on n'a pas besoin de autant. Je pense que c'est juste le... Non. Au niveau du syndrome fémoro-patellaire, c'est
t'es acheté de quoi pour ton genou? Oui, c'est ça, je l'ai montré. Peux-tu nous le montrer? Parce que moi, je Parce que c'est voulais un genre qu'on parle ça. de ça. Tu sais, vous avez sûrement tendance, des fois, on voit les orthèses, puis c'est sûr, quand on voit un orthésiste, c'est un peu plus dispendieux. Plusieurs sont couverts par la RAMQ. Mais beaucoup de mes patients vont aller sur Amazon s'acheter juste une... Ce qu'on appelle la sleeve, Oui, c'est ça. la fameuse sleeve. Fait que là, moi, j'en ai acheté une. Puis là, je voulais qu'il nous explique pourquoi. Parce que moi, je l'ai acheté pour... j'ai mal au genou quand je m'entraîne, je voulais l'essayer. Je l'ai porté une fois, puis j'ai pas aimé ça. Puis je suis pas capable de plier mon genou avec ça, tu sais. Ouais. Fait que je peux pas m'entraîner avec. Fait que qu'est-ce que t'en penses des gens, ben, tu sais, d'acheter sur Amazon comparativement? C'est quoi l'avantage d'aller voir un orthésiste, par exemple? Il y a... Bien, premièrement, Parce que ça acheter se sur ressemble. Amazon, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut que tu essaies de deviner ta grandeur. Là. OK? Souvent, les chartes sont comme vraiment mal identifiées. L'autre chose, c'est que le produit, ce n'est pas un produit de qualité, malheureusement. Fait que si tu avais été capable de le porter plus qu'une fois, OK, ce qui est rarement le cas, ben, il y aurait eu un usure prématuré. C'est vraiment pas un produit de qualité. L'autre chose, c'est que quand on regarde un orthèse comme ça ici, ici, je ne sais pas si c'est bon, on va voir qu'il y a une forme. OK, au niveau de l'orthèse. L'autre chose, c'est que ces orthèses-là vont venir en plein différentes grandeurs. Fait que celle-là, en particulier, vient en 6 ou 7 différentes grandeurs. Puis ensuite de ça, j'ai mes fameux patients avec les cuisses beaucoup plus volumineuses, Ouais, OK, que le mollet. Là, ensuite de ça, à partir de la grandeur 3 ou 4, mais là, on va avoir ce qu'ils vont appeler des formats confort. Fait que là, le tibia reste de la même grosseur, mais la cuisse devient plus grosse. Fait qu'on va fitter environ 10-12 différentes grandeurs. Fait qu'on est loin du small, medium, large. OK? L'autre chose, c'est que c'est un tricot qui est en 3 dimensions. Puis là, c'est pas la seule compagnie à faire ça, mais celui-ci, là, c'est vraiment un tricot en 3 dimensions. Fait que si on allait à l'usine, qu'est-ce qu'on verrait? C'est littéralement comme les machines à tisser que nos grands-mères avaient, OK? Mais la machine à tisser est en 3D, OK? Et celui-là, je pense qu'on va avoir plus de chance. Ouais, ça soit moins on a grandeur. plus de chance, définitivement. OK, c'est déjà mieux. Et là, tu sais, il y a la possibilité de l'avoir avec bande en silicone, sans bande en silicone, avec une cuisse plus volumineuse ou non. OK? Ça a la forme d'un genou. Donc, tricot en 3 dimensions, ça a la forme d'un genou. Ça va faire en sorte que ça tient mieux. L'autre chose, c'est qu'on va avoir une compression qui est beaucoup plus égale. Quand je regarde ça ici, OK, j'ai littéralement un tube dans les mains, donc il n'y a pas de forme. Donc souvent, au niveau du creux poplité en arrière du genou, ça va faire comme une bosse. Très inconfortable quand on est en position fléchie. Ouais. OK? Alors que celui-ci, c'est sûr qu'avec un pantalon en dessous, c'est pas l'idéal. Mais normalement, au niveau de la peau, c'est quand même pas si pire. Non, c'est ça. OK? C'est plus flexible. Oui, c'est définitivement plus flexible. Le textile, tu sais, c'est lavable. C'est sûr qu'on ne met pas ça dans la sécheuse, on y fait attention. Mais tu sais, ça se lave bien, ça s'entretient bien, puis la durabilité est quasi exceptionnelle là, pour des Puis ça, on produits les comme ça. utilise surtout pour... On a parlé du syndrome fémoro-patellaire. Ça peut être... ce type d'orthèse, ça a un inventaire extrêmement large. OK? N'importe qui a mal au genou va mettre ça. Puis littéralement, diagnostic, quoi, mal au genou, OK? Bien, ça va faire du bien. Quelqu'un, attendre l'autobus en position unipodale, tu sais, ou tu sais, unipodale, tu sais, parce qu'on switch tout le temps, là, c'est souvent très douloureux pour les gens avec de l'arthrose. OK? Ma patiente qui a de l'arthrose, mais qui a un niveau d'activité très bas, OK? Donc plutôt sédentaire. Elle sort pour les rencontres médicales, la pharmacie, les petits rendez-vous hebdomadaires, mais pas plus que ça. Excellente orthèse aussi. Excellente orthèse. OK. Ouais. Ça, définitivement, puis ça, tu sais, l'anecdote est le fun, là, je l'ai dit un peu plus tôt là, quand j'étais arrivé. Mais tu sais, moi, j'ai une patiente qui a acheté une copie exacte d'un truc comme ça, qui m'a rappelé, puis tu sais, c'était comme... Vous êtes vraiment malhonnête, vous m'avez vendu cette orthèse-là beaucoup trop cher versus ce que j'ai payé sur Amazon, c'est la même chose. Puis j'ai dit, écoutez, essayez-la quelques semaines, puis si vous êtes aussi bien dans celle que vous avez achetée, revenez, je vous redonne vos sous, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Puis finalement, elle était comme bien heureuse d'avoir acheté son orthèse, elle a compris. Là. Oui, c'est ça. Sur Amazon, des fois, c'est dur de savoir qu'est-ce qui... Mais tu sais, pour ce que ça coûte, si vous voulez essayer quelque chose, faites-le, il n'y a pas de problème. Oui, ça peut... Puis, tu sais, je vous dirais, un conseil, admettons, si vous êtes pour acheter quelque chose sur Amazon parce que vraiment vous voulez essayer quelque chose, essayez quelque chose moins volumineux avec rien dedans. OK? Donc, littéralement, on n'aura pas le bang, on n'aura pas les tiges sur le côté, mais essayez à tout le Juste moins le une vêtement de compression. Souvent, ça va être plus facile à porter, ça va être encore moins cher, puis le résultat devrait être... mieux que ça, définitivement. Oui, OK. Puis les gens, ils portent ça toute la journée. Ils peuvent porter ça toute la journée. C'est pas trop chaud. Je me suis fait
Des fois, le patient, il trouve que, tu sais, il commence à suer beaucoup avec les orthèses. Là. Ces produits-là, dans le temps, on avait des produits en néoprène, OK? Littéralement des genouillères en néoprène. Ça, c'était épouvantable. Épouvantable parce que ça collait la transpiration, ça respirait pas. Ça ici, c'est beaucoup moins pire. Est-ce qu'il y a une personne qui porte ça 8 heures de temps, au bout de 8 heures, elle l'enlève? Oui, bien comme un bas, là. Ben, elle est heureuse, oui. Comme moi quand j'enlève mes souliers le soir. C'est ça, exact. Mais définitivement, faut toujours. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut que les avantages de l'avoir dépassent les désavantages de le porter. C'est ça. Okay? Tout le temps. C'est tout le temps, c'est relativement ça. Mais je le mets. Ça peut être pour s'entraîner? Oui, définitivement. OK. Si on regarde au niveau des orthèses rigides, je vais en sortir quelques-unes. Ça ici, c'est une orthèse de genou qu'on va utiliser principalement pour les croisés, les atteintes ligamentaires. Okay? C'est une orthèse qui est 100% en fibre de carbone. Il en existe de toutes les compagnies. C'est pour stabiliser, surtout? Oui, oui. Ça peut être post-chirurgical. Ça peut être aussi pour le patient qui n'est pas un candidat à la chirurgie. OK? Fait que dans tout ça, c'est en fait un peu un échange entre ce que le patient, ses besoins, ce qu'il veut, puis l'orthésiste qui pense qu'il va l'aider le plus. Exact. Parce c'est quoi, comment on prescrit, disons, est-ce que c'est important que le médecin prescrive le type spécifique? Comment on appellerait celle-ci comparativement à l'autre? Ça, c'est une orthèse de genou articulée, moulée, sur mesure. OK? OK. Dans ce cas-ci, c'est une orthèse sportive. Donc, ça peut être écrit, si vraiment le docteur il sait où est-ce qu'il veut aller, il peut écrire en fibre de carbone. Pour revenir à l'arthrose, littéralement, toutes les orthèses rigides, articulées, peuvent être utilisées pour l'arthrose, OK, en fonction des symptômes du patient. OK. D'ailleurs, ça représente plus de 80 des orthèses qu'on fait aujourd'hui, l'arthrose. L'arthrose, oui, Ouais. c'est ça. C'est extrêmement fréquent. Les chirurgies au niveau ligamentaire sont rendues vraiment, vraiment bonnes versus il y a 20 ans. Moi, quand j'ai été opéré, il a fallu que je porte un orthèse pendant vraiment longtemps. OK. Fait qu'en gros, pour le genou, bien, il y a vraiment beaucoup de choix. Je pense que c'est important justement de se fier à un spécialiste. Puis oui, demander l'avis, il y a certains médecins aussi qui s'y connaissent puis qui ont l'expérience avec certaines orthèses. Mais je pense que d'avoir l'avis d'un spécialiste, c'est vraiment essentiel parce que ça, on sent... C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui vont se désespérer un peu. Ils vont dire, bien, ça marche pas, puis comme tu dis, ça finit dans le garde-robe. Mais je pense parce qu'il faut vraiment être orienté là, pour avoir la bonne orthèse qui va cibler spécifiquement le problème. Ouais. Maintenant, on va parler du dos. Fait que moi, souvent, je vais voir mes patients, disons, qui arrivent avec une grosse douleur au dos, avec une ceinture abdominale qu'on appelle. Là. Ouais. Donc, il y a différentes orthèses qu'on appelle, qu'on peut mettre au niveau du dos. Oui. Au niveau du dos, le plus gros de notre pratique, ce qu'on va voir le plus souvent, c'est les fameuses lombalgies. Okay? Donc, le patient, douleur, souvent, c'est même relié, il y a quelque chose au niveau sacro-iliaque, la base, il y a de quoi. Okay? C'est sûr que, au niveau du dos, moi, j'encourage, puis je pense que beaucoup d'entre nous, on encourage les traitements plus holistique. Oui. Là. Donc, tu sais, l'importance de la physio, ostéo, kin, d'impliquer réellement les professionnels pour la réussite du traitement. Le corset, là, c'est rarement la seule solution. En fait, c'est souvent pas du tout la seule solution. Non, c'est ça. C'est en aigu, je pense, surtout quand il y a une douleur intolérable. Au niveau aigu, on peut décompresser. Il y a des orthèses qui sont assez exceptionnelles. Il y a même une orthèse qui vient de Québec, elle s'appelle le St. Francis, qui est... T'as déjà entendu? Non? OK. Mais c'est une orthèse qui est comme révolutionnaire. Là. On vient attacher au niveau du tronc, on vient attacher un petit peu plus bas. Et littéralement, il y a une batterie qui va venir unload la colonne vertébrale là, au niveau de la charge. Fait que c'est comme... Mais ça, ce serait quel genre de patients qui ont des douleurs aiguës ou chroniques? C'est tout nouveau, OK? C'est comme un scoop, là. Mais moi, je ne l'ai même pas vu encore, mais on a rencontré le représentant récemment. C'est quand même funky parce que la personne garde exactement... on vient décompresser, mais elle garde la mobilité. Okay? Puis c'est ce qu'on veut. Les fameux corsets d'antan, je vais dire, les coquilles, qui étaient, là, t'es pris. Puis là, après ça, tu veux faire en sorte que le patient, il y a moins de douleur. Puis en général, le corset va faire le travail. Mais dès qu'il va enlever le corset, il se retrouve affaibli. Puis, d'où les physios qui étaient comme anti-corset, énormément anti-corset. Parce que ça crée une faiblesse? Bien, ça peut créer une faiblesse. C'est mal fait, mal expliqué, puis qu'il n'y a pas de protocole adapté pour le patient.
on va jamais conseiller à un patient de mettre ça le matin puis de l'enlever le soir. Donc, clairement, c'est pour ça. C'est littéralement pour des durées, genre, j'ai extrêmement de douleur quand je me lève le matin, mais fais quelque chose pour aller mieux. Réchauffe-toi, fais des étirements, va chez l'ostéo, ça prend d'autres choses. D'autres traitements, même les anti-inflammatoires dans certains cas, dans la phase extrême aiguë. Oui. OK. Maintenant, on va vous parler de l'épicondylite du coude. C'est un diagnostic qui est fréquent chez beaucoup de sportifs, mais aussi beaucoup de travailleurs. Moi, j'en vois énormément. Fait qu'on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du coude. Oui. Ouais. Au niveau du coude, là, il y a le fameux bracelet épicondylite, parfait, que tu as nommé. Puis le bracelet, il faut qu'il soit bien positionné. Ouais. Puis qu'il faut qu'il soit une bonne grandeur. OK? C'est ça. Si le bracelet, il est trop grand, bien, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir faire un garrot. OK? Trop grand? Trop petit? Grand. Non, trop grand, il va venir faire un garrot parce qu'il va faire le tour, puis on ne veut pas qu'il fasse le cercle. On veut une pince. Okay. On cherche une pince. Fait que ce qu'on veut, là, c'est ça ici. Ah, OK. Le bracelet, c'est une bonne chose. Post-injection, moi, je conseillerais... Immobilisation. Bien, dépendant de quel genre d'injection. Moi, l'immobilisation du poignet la nuit, je pense que c'est une excellente idée. Oui. Ben oui, parce si que j'étais médecin, les extenseurs, tout ça. Oui. Donc, tu sais, suite à l'injection, d'immobiliser le patient, principalement la nuit, bien ça, c'est quelque chose qui est vraiment bon. C'est le même type d'immobilisation qu'on va utiliser que pour le tunnel carpien. Okay. Fait que parlons-en là, du poignet, justement, les orthèses, bien, c'est le classique, là, les fameux tunnels carpiens. On veut, bien moi, c'est ça, que mes patients ils soient au moins la nuit avec leur ATL pour qu'ils aient essayé ça. De toute façon, dans tous nos protocoles, on veut que les patients l'aient essayé, même avant une injection ou quoi que ce soit. Définitif. Au niveau là, du tunnel carpien, en gros, ce qu'on veut, c'est vraiment venir tenir la main dans une position neutre. OK? Jadis, il y a plusieurs années, là, on venait induire une extension au niveau du poignet. Okay? Maintenant, on est beaucoup plus neutre. Okay? C'est plus facile à dormir. Puis, il y a des orthèses de toutes les sortes. Okay? Les orthèses exos sont des orthèses de fracture. Moi, dans ma pratique, ce n'est pas l'orthèse que je privilégie pour le tunnel carpien parce que je trouve que c'est un petit peu rigide. Il y a certains patients qui ont de la difficulté à dormir. Par contre, le patient qui est ultra inflammé, bien, c'est peut-être ça que ça prend. Fait qu'encore une fois, l'évaluation est vraiment de mise. Okay? Mais il existe des orthèses 100% rigides. On peut faire du 100% mesure, sur mesure. Donc, on peut faire du plastique. On peut faire même des matériaux semi-rigides. Fait que si on le regarde, ça a l'air d'un plastique, mais on a un matériel qui est semi-rigide. Okay? Fait que, mais l'idée, c'est vraiment de le porter toutes les nuits. Les résultats avec le tunnel carpien avec un orthèse sont relativement bons. En autant que le patient adhère au traitement. Qui est la bonne pour lui. Exactement. Qu'il adhère au traitement puis qu'il le fasse pour une durée là, relativement prolongée. Littéralement, qu'est-ce que je veux, c'est que je veux avoir le pouce en opposition. Je veux vraiment, celle-là, il n'est même pas assez. C'est probablement pour ça qu'il n'a pas été livré. Mais, je veux avoir vraiment le pouce là, au repos, ce qui va faire en sorte qu'on va vraiment reposer. Apporter la nuit seulement ou ils vont l'utiliser le jour? Ça, là, c'est clair que, les patients, puis c'est drôle, j'en ai vu un aujourd'hui, l'inflammation, là, incroyable, la bosse ici, là, difficulté à bouger, lui, ça va être un 6 semaines tout le temps, là. OK. Mais ça vaut la peine d'avoir essayé avant d'aller d'autres choses. On va faire les infiltrations, mais même pour le tunnel, avant d'aller vers une chirurgie, d'avoir bien essayé les bonnes orthèses, c'est quand même essentiel. Définitif. Les chirurgies, ça a beau pas être une grosse chirurgie, c'est une chirurgie pareille. Là. Oui. On a fait un bon tour de qu'est-ce qui se faisait à quel endroit. On va y aller avec des questions un peu plus générales sur les orthèses. Par exemple, comment on sait, peu importe un peu l'orthèse, comment on sait que c'est le temps de la faire évaluer avec l'orthésiste d'aller faire un suivi? La première chose que je dirais, c'est que si l'orthèse démontre des signes d'usure, ben, c'est une des choses. S'il y a eu des changements anatomiques, donc si le patient, il y a eu des changements de poids, de grandeur, de grosseur, croissance. Puis l'autre chose, c'est si les objectifs n'ont pas été atteints. Donc, si le résultat, c'est pas un résultat qui est satisfaisant, ça peut arriver. Ça peut arriver si c'est le cas définitivement qu'il faut réévaluer. Moi, en fait, je le vois dans notre domaine, les suivis sont vraiment encouragés. Beaucoup d'orthésistes vont demander un suivi. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que professionnel de s'assurer que ça fonctionne.
Puis si on livre une orthèse, mais qu'on ne voit jamais le patient, c'est difficile Ben oui. de le faire. C'est pas quelque chose qui se fait facilement par téléphone. Souvent, les patients sont tellement fins, ils veulent nous dire ce qu'on veut entendre. Donc, moi puis je vous dirais la majorité, là, on fait des suivis. Donc, si je livre un orthèse de genou, un orthèse de poignet, souvent, je vais faire un suivi là, qui va être probablement dans les 3 à 4 semaines qui vont suivre la livraison. Puis, on s'assure de voir. Si le patient il se représente à son rendez-vous sans son orthèse, là, ça veut dire beaucoup. Mais en général, non. En général, non. Là, notre taux de réussite avec toutes les options qu'on a, si on prend le temps d'évaluer correctement, après ça, c'est... Puis on ajuste justement un faux suivi. Puis... Ça, c'est une autre affaire, les ajustements au niveau du pied. Les orthèses plantaires, faut-tu ajuster ça? Ça dépend du patient, ça dépend de la capacité d'adaptation, OK? Du type de matériaux qu'on va utiliser, de l'usage, OK? Ça ne peut pas être les mêmes orthèses pour quelqu'un qui court 100 km par semaine versus la personne qui est sédentaire. Donc ça, il faut s'adapter tout le temps. OK. Ouais. Puis comment la posture joue, à quel point ça joue, ou le niveau d'activité du patient sur comment vous allez choisir, puis comment l'orthèse va être utile? Ou comment le patient, j'allais dire, c'est peut-être ma question est mal posée, là, mais comment le patient peut optimiser le fait que ses orthèses fonctionnent pour lui? C'est clair que une orthèse seule, ça fait rarement 100 du travail. En fait, rarement, j'ai le goût de dire, ça fait jamais 100 du travail. Si la personne, elle n'est pas active, elle ne fait pas sa physiothérapie, elle ne fait pas ses exercices. Souvent, le physio va avoir donné des exercices ou l'orthopédiste va avoir donné des exercices ou toi, tu vas avoir donné des exercices. Mais si le patient ne les fait pas, bien, ça peut ajouter à la réussite. Puis l'autre affaire, c'est la première chose, c'est est-ce que le patient prend la responsabilité de sa réussite? Tout le temps ça aussi. Puis ça, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Ouais, mais est-ce que c'est moi qui est responsable de la douleur du genou du patient? Non. Pas tellement. Non, Fait qu'il faut qu'il prenne responsabilité. Puis ça c'est d'aller prendre une marche, c'est de faire attention. Des fois, c'est holistique. C'est vraiment la nutrition, le sommeil. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. En tant que professionnel, je pense que c'est important de le mentionner. Oui. Puis aussi, c'est important de responsabiliser le patient, c'est-à-dire de poser la question, cette orthèse-là, moi, je suis comme, est-ce que ça te convient? C'est-tu quelque chose qui te tente? C'est-tu quelque chose que tu veux essayer? Est-ce que... Puis d'aller chercher la fameuse, le petit truc que le patient veut pas cracher, le fameux morceau, non, finalement, non, c'est trop gros, je ne porterai jamais ça. C'est important que tu me le dises. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on veut toujours supporter le patient dans ce que lui est prêt à faire. Fait que, y a-t-il quelque chose d'autre que le patient peut faire pour s'aider? Oui, définitif que oui. Oui, définitif. C'est ça. Ouais. Puis, on voulait reparler, parce qu'on a parlé un petit peu de comment les prescrire, on va plus dans la vision pour les médecins. Ouais. Comment bien prescrire une orthèse, puis pour que ça soit couvert par la RAMQ, quand c'est aussi adéquat que ça soit couvert par la RAMQ? Définitif. Premièrement, est-ce qu'on veut que ce soit couvert par la RAMQ? Bien, on a la chance d'être dans un système de santé où est-ce que l'assurance maladie va payer certaines orthèses. Je pense que c'est vraiment bien. Est-ce que ça n'a que du positif? Bien, c'est comme tout. Okay? C'est comme un couteau à double tranchant. Donc, je veux pas que mon patient ait à payer pour son orthèse. Fait que parce que je veux pas qu'il paye, bien, il va avoir une orthèse moins adaptée à ses besoins, mais au moins, il ne paiera pas. Peut-être pas la bonne affaire. Okay? Par contre, des fois, on tombe dans le mille. Un patient qui est en attente de remplacement de genou, puis son arthrose, c'est une arthrose carabinée du genou, puis vraiment, il est minuit moins une. Bien, oui, ce patient-là, l'orthèse de l'assurance maladie, là, c'est la bonne orthèse pour ce patient-là. Est-ce que l'orthèse maladie peut être, de l'assurance maladie, excusez, peut être utilisée pour ultimement se rendre à une autre orthèse à un moment donné? Bien, ça aussi, ça peut être un objectif qui peut être établi. Ma question, surtout, c'était comment on fait les médecins pour aller vers... Parce que moi, j'ai pas ma liste de voici les orthèses qui sont couvertes par la RAMQ. Parfait. Moi, je ne sais pas quelle prescrire pour que ça aider le patient ou les gens qui sont en moins à moyen. Donc, les orthèses qui sont moulées, Oui. OK, sont généralement couvertes par l'assurance maladie.
donc moulé sur mesure. Okay? Donc, une orthèse de genou moulée sur mesure, okay, va être couvert sur l'assurance maladie. Si, la prescription doit avoir un diagnostic, doit avoir orthèse moulée sur mesure, okay, genou et le côté. Puis ensuite de ça, c'est important d'écrire que le port quotidien. Donc, tout ce qui est membre inférieur, okay, c'est 6 mois. Fait que si c'est un port quotidien de moins de 6 mois, ce n'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc, les fractures, okay, au niveau du membre supérieur, il n'y a pas vraiment de problème. Une fracture pour une main, c'est 6 semaines, plus ou moins. Donc, tu sais, quand on prescrit, bien, tout ce qui est plus qu'un mois pour le haut du corps, c'est couvert par la RAMQ. Donc, tunnel carpien, admettons, okay, orthèse de poignet, port nocturne, okay, plus de 6 semaines, c'est couvert par la RAMQ. Donc, c'est vraiment un mois, okay, et plus. Okay. Ça, c'est le membre supérieur. Au niveau du tronc, c'est 3 mois. Okay? Donc, littéralement, c'est 1 mois membre supérieur, 3 mois pour le tronc, 6 mois pour le membre inférieur. Pour que ce soit couvert. Exact. Donc, tu sais, si on a juste, tu sais, je parlais de la fracture du membre supérieur qu'on est capable de couvrir sur la RAMQ, bien, la fracture du membre inférieur, bien, ça va être difficile de la couvrir sur la RAMQ parce que c'est pas 6 mois à guérir une fracture. Fait que tu peux difficilement avoir une fracture, admettons, tibia, OK, avoir une orthèse type Sarmiento, donc une orthèse de compression qui vient vraiment tout le tour. Bien, tu sais, c'est pas 6 mois. Fait que si c'est pas 6 mois, bien, c'est pas couvert. C'est pas couvert. C'est pas couvert. OK? Puis ça, c'est vraiment, tu sais, il faut répondre à tout ça. OK? Donc, ça prend le diagnostic, ça prend le côté, OK, du membre affecté. Ensuite de ça, ça prend la bonne description, mais en général, orthèse moulée sur mesure, orthèse du poignet moulée sur mesure, orthèse, tu sais, bras avant bras, dans le cas, tu sais, de notre fameuse gouttière pour le coude. Bien, tu sais, il faut que ce soit, tu sais, atteinte au niveau ulnaire, port nocturne, plus de un mois. Un mois, oui. Exact. Donc, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Au niveau de l'assurance maladie, une des choses à retenir, c'est que, moi, c'est dans mes valeurs, là, mais tu sais, il ne faut pas en abuser. On est chanceux. On est dans un système, tu sais, où est-ce que, oui, il y a des orthèses qui sont payées. Par contre, tu sais, il faut s'assurer, tu sais, est-ce que le patient va le porter? Est-ce que c'est la bonne orthèse pour le patient? OK? Puis, est-ce qu'on va atteindre nos objectifs avec cette orthèse-là? Si on répond à toutes ces questions-là, bien, c'est génial. L'orthésiste est aussi, a quand même une responsabilité par rapport à ça, tu sais, s'il y a un doute, de contacter le médecin. Même si on ne connaît pas le médecin, vous êtes quand même facile à trouver. Là. Fait que ça, c'est quand même bien. OK. Ouais. Puis pour finir, je voulais qu'on parle un petit peu de ce qui s'en vient pour le futur. Est-ce qu'il y a, on a parlé tantôt de l'impression 3D, je ne sais pas si c'est nouveau, ça fait longtemps que ça se fait, ou des nouvelles technologies qu'on peut s'attendre à voir arriver qui va aider encore plus les patients? C'est-tu quelque chose dans le domaine? Je peux difficilement parler de technologie puis pas revenir un petit peu sur l'assurance maladie. Parce que les avantages de l'assurance maladie, c'est qu'on a des codes, OK? Puis on est capable de facturer, mettons, une orthèse de genou. Sauf qu'une orthèse de genou, on a un montant maximal. OK? Donc, je ne peux pas faire n'importe quelle orthèse de genou puis décider de faire rembourser par l'assurance maladie. Fait que l'assurance maladie va faire en sorte que dans certains cas, bien, on ne peut pas aller vers quelque chose de plus technologique ou de plus avancé. Fait que oui, tu sais, c'est comme on a cette chance-là, mais tu sais, il y a des pays qui ont beaucoup plus d'avancement, OK, et de type, tu sais, en prothèse. L'exemple le plus facile, c'est en prothèse, les membres inférieurs, OK. Donc, les prothèses, tu sais, Belloni, mettons, là, on va y aller, ou même avec le genou. Prothèse, c'est un remplacement de jambe, OK. Bien, tu sais, c'est l'exemple le plus facile. Si tu vas aux États-Unis, dans un congrès américain d'orthèse et de prothèse, bien, ce que tu vas voir, c'est exceptionnel. Tu sais, tu vas voir littéralement des jambes robotisées, des trucs incroyables. Mais pourquoi? Bien, tu sais, premièrement, on ne voit pas ceux qui n'ont rien, OK? On voit seulement ceux qui ont eu quelque chose, mais ils sont dans un système où est-ce que, littéralement, tu sais, il y a des avancées technologiques incroyables parce que, bien, tu sais, littéralement, si tu es capable de payer, tu l'as, puis si tu n'es pas capable, tu ne l'as pas. Mais c'est-tu le cas ici? Si tu es capable de payer, tu vas l'avoir? Oui. OK. Ouais, fait qu'on a la technologie. Mais les médecins n'ont pas... on peut avoir la même technologie. Tu sais, il existe littéralement en Europe. Tu sais, on fait toujours en prothèse. Tu sais, on va faire tu sais, le plus connu, puis les gens qui voudront le googler, je pense que c'est un verbe, vous pourrez aller googler ça. C'est le fameux sea leg, OK? Donc des orthèses qui sont littéralement, tu sais, des prothèses, excusez-moi, qui sont robotisées. Tu sais, c'est des trucs à 100 000 la copie. Là. C'est vraiment exceptionnel. Est-ce qu'il s'en fait au Québec? Ben oui, il s'en fait, tu sais, mais on les compte
sur nos doigts. Alors, au niveau de la technologie, ben, le fait qu'on est dans un système d'assurance maladie, bien, il y a certaines affaires qui n'avancent pas autant qui pourraient avancer. Là, après, les scans. Donc, oui, on scanne nos patients. Donc, avant, là, tout ce qu'on faisait, là, c'était avec des plâtres, beaucoup d'empreintes, là, ce qu'on appelle. Là, maintenant, on a la capacité de scanner. Il y a même certains iPads là, avec des adapteurs qu'on peut scanner. Ensuite de ça, on a des machines, ce qu'on appelle des carvers. Donc, littéralement, une fraiseuse. Donc, on prend des gros blocs de foam et une fois qu'on a scanné le patient, on est capable de refaire la jambe du patient dans le foam avec une machine robotisée. OK? Fait que ça, je vous dirais que la majorité des laboratoires au Québec, les gros laboratoires au Québec font ça. L'impression 3D, ben, c'est comme ça. Il y a énormément d'avantages. Fait que oui, il y a plein de choses qui existent déjà en partie. Oui, c'est ça. En partie, c'est ça que je comprends. Ça existe, c'est juste coûteux. Mais ça n'arrête pas d'avancer. À chaque fois qu'on va dans un congrès, on voit des trucs, il y a de l'avancement d'une année à l'autre. OK. Ouais. Tout le temps dans le but d'augmenter, dans le fond, pour que le patient ait de moins en moins mal, moins de charge, puis que ça soit aussi plus adapté, moins difficile à porter, augmenter l'adhérence. Qualité de la... Tu sais, c'est le confort. C'est le confort. Nous, on parle aussi, tu sais, la tenue, donc le fait que l'orthèse ne glisse pas, ne bouge pas sur le patient, ça c'est important. Le confort est important, l'esthétique est important parce que ça fait partie de ça. L'efficacité. C'est le numéro 1. C'est pas toujours le numéro 1. Avec le confort? Il faut... le confort vient en troisième. C'est quoi le numéro 1? L'efficacité puis le fait que l'orthèse ne bouge pas. OK, ouais. Ouais. Mais ça va ensemble. S'il bouge, c'est pas trop efficace, Puis l'esthétique prend bien plus de place que j'aurais voulu l'entendre, mais l'esthétisme est important aussi. Okay. Mais il faut le considérer. Bien sûr. Ouais. OK. Puis y avait-tu... fait que là, on a fait pas mal de tours. Moi, de mon côté, j'avais plus de questions. Est-ce que de ton côté, il y avait des petites choses à rajouter? Écoute, un gros merci de la vitrine que tu nous offres. Malheureusement, les orthésistes, puis pas malheureusement, puis c'est pas moi qui le dis, je suis allé dans un congrès américain cette année et puis je suis allé à une présentation où est-ce que, littéralement, le système de santé américain ont déclaré que l'orthèse et la prothèse n'étaient pas un service en santé essentiel parce que, tu sais, quand il y a là-bas, c'est extrême, mais les coûts en santé ont explosé. Puis, qu'est-ce qu'ils essaient de faire dans ce temps-là? C'est qu'ils essayent de réduire les coûts. Alors, en réduisant les coûts, c'est comme, c'est le fameux docteur qui dit, va pas voir ton orthésiste pour tes bas, va à la pharmacie. C'est là qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a dit « Ah, ils sont peut-être pas si essentiels ». Mais moi, je veux juste finir en disant qu'on a fermé quelques jours à Noël, puis la sonnerie de mon téléphone confirme qu'on est essentiel. Alors, je pense qu'on peut définitivement aider, faire en sorte que les patients... Là, alors, merci de la vitrine. C'est vraiment apprécié. Vraiment apprécié. Puis de le démystifier, puis que les gens comprennent, puis qu'il y ait plus de collaboration entre les différentes professionnels de la santé. Je te remercie au nom de tous les orthésistes. De rien.